C'est beau, c'est beau, c'est beau la télé, c'est magique. Même si le contexte ne prête pas forcément au sourire, mais on a envie de le faire au lieu de verser une larme. J'avais envie de commencer cette conversation du samedi par une petite anecdote. Nous, dans nos atermoiements illimités, parisiens, hivernales, nous étions deux amis, on s'est décidé de faire bagarrer deux SDF. SDF, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre de leur vie, qui mangent au bord de la rue et tout. On s'était fait ce défi, mon ami Morgan Palmer et moi. Nous avions sorti chacun un billet de 50 €, et puis nous sommes allés essayer de manipuler ces SDF. Suivez bien l'histoire parce que c'est magnifique. Alors, on a dit au SDF, vous savez, le voisin d'en face ne vous veut pas du bien. On te donne 50 €, tu lui pètes la gueule. Enfin, tu lui casses, tu lui donnes un coup. Il a pris notre argent, et puis ils se sont mis à se moquer de nous, comme regardez-moi ces deux nègres là. Vous croyez vraiment qu'on peut se battre pour des nègres? Alors, et pourquoi les nègres se battent pour... Voilà, vous avez compris? Alors aujourd'hui, on va parler du Gabon, parce que nous sommes tous Gabonais. On aurait bien pu parler d'autre chose, mais l'actualité nous l'impose. Et nous sommes conduits donc à regarder ce qui se passe dans ce pays frère et ami qui fait finalement un avec le Cameroun. Alors, Louison Essomba est un enseignant de qualité. Vous pouvez contester mon intelligence à moi, mais pas à Louison. Il est docteur en droit public et c'est un plaisir de l'avoir ici. Il bouillonne d'intelligence et d'énergie. Bonjour, Louison. Que ma modestie puisse en souffrir. Bonjour, Martial de Bissot. Merci de m'avoir convié à cette belle émission. Je crois que nous allons passer au scanner, la situation de crise qui se vit aujourd'hui au Gabon. Voilà un pays qui est en voie de nous offrir une belle leçon de démocratie, des résultats qui sortent dans un laps de temps, des candidats qui s'articulent autour d'un seul pour former un candidat élu de l'opposition. Voilà au moins des choses qui nous auraient cité, qui ont marqué l'esprit des Camerounais sur la démocratie africaine. Mais hélas, la crise post-électorale nous amène aujourd'hui à penser autre chose, à réfléchir les stratégies démocratiques pour une Afrique sincère, pour une Afrique digne. C'est quand même terrible ce qui se passe actuellement au Gabon. On peut en rire ou en pleurer, mais la réalité est implacable. C'est le destin du golfe de Guinée qui semble se jouer au-delà de toute l'Afrique, d'une France-Afrique, je ne sais plus de quoi. Alors, le politologue Guy Parfait Songhai, pour une fois que j'arrive à faire sortir ce monsieur de ses chapelles ardentes, divines, alors pour être là, alors bonjour Guy Parfait. Bonjour monsieur Martial Bissot, bonjour aux téléspectateurs de Canada. C'est un plaisir de revenir, n'est-ce pas, sur ce plateau qui est toujours lumineux et illuminé. En plus, parce qu'il peut poser les vraies questions, poser les problèmes de fond. On va parler effectivement du Gabon et effectivement le golfe de Guinée est concerné. Donc la question du Gabon est une question qui doit concerner tous les pays qui sont en Afrique centrale. On va regarder de façon systémique sur le plan politologique ce qu'on peut en tirer. Samuel Zoké, consultant, mais ingénieur, pas à Grenoble, agronome. Et c'est un plaisir d'avoir aussi un peu de science, de technique, mais de l'analyse aussi, parce que vous êtes un consultant de qualité. Le Gabon nous parle. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon depuis une semaine déjà? Monsieur Bissot, déjà, permettez-moi de dire bon après-midi à tous vos charmants téléspectateurs. Et pour répondre honnêtement à votre question, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on observe beaucoup de légèreté. La légèreté d'abord qui a entouré le processus électoral au Gabon, parce que c'est vrai, le Gabon était en passe de nous offrir une belle leçon de démocratie, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit comment les choses s'articulent, on se rend quand même compte que le conflit préélectoral, s'il avait existé, aurait réussi à baliser le chemin. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de légèreté dans l'organisation de cette élection, dans la proclamation de ces résultats et aujourd'hui dans le comportement des acteurs, tous confondus. Et moi, c'est la première leçon que je tire, c'est la légèreté. Alors, Louison. Vous avez posé une question, je ne sais pas si j'ai... Alors moi, j'étais étonné, juste, je voulais dire que, mais qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi ça va en sucette? Pourquoi, alors que tout aurait pu bien se passer, ils sont 1 800 000, on a vu une élection qui s'est quand même bien préparée en amont, mais après,
pourquoi on a toujours plus d'astuces? Pourquoi on veut jouer au bandit à la fin? Enfin, je sais pas. Pourquoi ça se passe mal? De Bissok, il faut dire une chose qui me semble claire. C'est simplement que le peuple gabonais s'est retrouvé face à un dilemme cornélien. C'est-à-dire entre une rupture hégémonique et héréditaire, partant, n'est-ce pas, de Ali Bongo à son fils, du père au fils, et justement d'un autre regard qui porte sur un individu appelé Jean Ping, qui peut poser un problème de gabonité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas le dire, mais c'est aujourd'hui ce dilemme cornélien face auquel le peuple gabonais s'est positionné, c'est-à-dire entre la rupture et le choix d'une nouvelle classe politique. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, il s'agit d'un bonnet blanc, d'un blanc bonnet et d'un bonnet blanc, parce qu'en fait, il s'agit des mêmes personnes. Jean Ping a écumé pendant des années des postes de responsabilité sous le père Ali Bongo, sous le père Bongo. Et aujourd'hui, il veut prétendre prendre un poste de président de la République, un des postes les plus envieux, parce qu'il faut le dire, c'est pourquoi l'élection présidentielle, chaque fois qu'elle est organisée dans un État, est un moment très sensible. Et je crois que le peuple gabonais doit se trouver face à ce dilemme cornélien entre une rupture et le choix d'une nouvelle classe politique. Or, ce qui se passe, c'est que Jean Ping fait partie des vieilles classes politiques qui, à mon avis, a posé un sérieux problème dans ce pays. Donc moi, je pense, à mon avis, tout simplement que la situation au Gabon était prévisible parce que le candidat Jean Ping avait déjà annoncé, avant même que la commission nationale, la commission électorale nationale autonome et permanente ne puisse proclamer les résultats. Jean Ping avait déjà s'était déjà autoproclamé et allait voir les ambassadeurs de la France et des États-Unis pour justement sabrer le champagne. Or, moi, je pense que c'était déjà là une hérésie qui annonçait justement qu'il devait y avoir cette crise post-électorale. Alors, Guy Parfait Songhai, GPS, vous avez un pays qui présente deux candidats qui sont en réalité issus d'un même système, qui sont grands frères et petits frères dans la réalité, beaux-frères et cousins et tout ce qu'on veut. Est-ce que ce n'est pas aussi ce looping du choix ou de l'offre politique qui est si pauvre? C'est-à-dire, si on avait pu avoir un autre visage, je ne sais pas, Ben Moubamba ou Nzoré Nkoré Bekale ou je ne sais pas n'importe qui, ça aurait peut-être pu. Mais là, on était face à un dilemme, un choix cornélien quand même. Il faudrait savoir que cette configuration est due à l'ancien régime, à savoir le père d'Ali, qui, de par la façon dont il a géré le Gabon, a broyé toute forme d'adversité durablement. C'est pourquoi, on sort de ce système, l'illusion qu'on a, ou la constatation que l'on peut se faire, c'est celle d'une pauvreté de l'offre politique. Donc ça fait que véritablement très peu de gens ont l'épaisseur pour compétir. Deuxième compartiment. Le fait que Ali ait hérité du système de son père, ayant une bonne connaissance de ce système, il a continué un certain nombre de pratiques de son père malgré les ruptures managériales qu'on a vues, ou même les ruptures en termes de politique de développement qu'on a vues dans les rapports à la France. Mon problème, à mon humble avis, ne se situe pas seulement au niveau de ces configurations, mais surtout au niveau des enjeux aujourd'hui pour les jeunes générations et pour le peuple gabonais. Parce que il est fondamental que le peuple gabonais ait la possibilité pour une fois de choisir ses gouvernants, de choisir par là sa politique de développement, de choisir sa vision du développement, de choisir ses orientations politiques et économiques. Et c'est ça qui se joue autour d'une élection présidentielle. Or, les choses se sont déjà passées mal au niveau configurationnel quant au choix des acteurs, quant au profil d'acteurs, et elle se passe encore mal au niveau fonctionnel quant à la décision de qui doit gouverner. Vous savez, c'est malheureux comme situation, parce que c'est finalement un classique. Quand on regarde ce qui se passe au Gabon, un classique en Afrique francophone. Parce qu'un peu partout en Afrique francophone, les gouvernants, depuis les indépendances, ne sont pas ce que les populations veulent, mais ce que la métropole francophone a décidé. Les gouvernants ne sont pas nécessairement ce que les populations ont décidé ou ceux qui ont une vision structurée et structurante pour les populations, mais plutôt sont ce que la métropole a décidé.
Le problème dans le fond est que on continue dans ce que j'appellerais des processus de développement, du sous-développement, à travers toutes ces mises en scène, ces formes, ces langages que l'on déploie dans l'espace public. Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore au Gabon les configurations qui permettent aux populations de choisir qui doit gouverner selon les compétences, selon les aptitudes et pour le peuple gabonais, de façon à ce qu'ils sortent de ce carcan colonial et post-colonial. Alors, post-colonial et colonial, on parle de la France-Afrique, on parle de cette mort-là. Mais ce qui est bizarre, ça s'apparente à ce qu'on peut appeler une guerre du palais, une guerre de succession. Enfin, qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce qu'il y a une continuité entre Ali Bongo, mais qui lui se revendique de la rupture, et puis Jean Ping, à qui on prête des intentions très diplomatiques et renforcées avec la colonie. Comment on peut comprendre ça? Monsieur Bissok, il faut dire les choses clairement. Le problème du Gabon, c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges pour les caciques qui ont trouvé en Jean Ping l'homme qui pouvait le mieux les représenter. C'est pour ça que là, il y a eu consensus. Vous avez vu à la fin, tous les acteurs politiques gabonais se sont réunis autour de la candidature de Jean Ping. Ils n'ont pas un programme commun. Je ne crois même pas qu'ils ont un programme politique. Mais le vrai problème, c'est qu'avec Jean Ping, ils pouvaient revenir, reconquérir le pouvoir et avoir droit aux privilèges que leur cédait le père Bongo. Tout à l'heure, M. Guy Parfait-Songhai a parlé de broyer, mais le père Bongo était un peu souple dans sa manière de broyer. Il les a corrompus. Toute la classe politique gabonaise est corrompue. Nous avions vu son principal adversaire, le pasteur Mba Abessol, s'agenouiller sous ses pieds parce qu'il lui donnait un certain nombre de privilèges. Et c'est la même chose. Et maintenant, cela a continué avec la métropole pour répondre à votre question. Aujourd'hui, nous voyons les Français, ceux qui se servaient au Gabon, ceux qui transportaient les mallettes, ceux qui se nourrissaient de l'argent du peuple gabonais, aujourd'hui revendiquer à cœur et à cri la victoire de M. Ping parce que cela va rétablir leurs privilèges. Donc, en résumé, le problème du Gabon, c'est la fin des privilèges. Et curieusement, c'est Ali Bongo, qui est le fils d'Omar Bongo, qui a mis en place ce système, qui voudrait organiser la révolution du palais parce qu'il a commencé à mettre un certain nombre de caciques hors de son assise politique et il a voulu s'intégrer dans une nouvelle donne. Vous voyez un peu, la métropole nous a enseigné que le peuple, c'était des indigènes. Mais vous avez vu le degré d'harmonie avec lequel Ali Bongo a géré la population gabonaise pendant sa campagne électorale. Il était devenu pratiquement gabonais du champ, gabonais du marché, gabonais. Et ça, pour un fils de chef d'État, on n'a jamais vu cela. Et je crois que c'est cette manière de faire qui est en train de gêner la métropole aujourd'hui. Et le peuple qui veut mourir pour Ping. Ce peuple-là, on le prend à contre-courant parce que justement ceux qui se battent aujourd'hui, c'est pour appauvrir davantage le peuple gabonais au détriment de leurs intérêts pour qu'on prenne régulièrement les richesses gabonaises pour les transporter dans la métropole. Alors, quand nous entamions il y a une dizaine d'années ces études de sciences politiques, mon père me disait que c'est la science des fous. Justement, à un moment, on se perd un peu. Je vais revenir à Guy Parfait, mais Louison, c'est quand même terrible. On est fendu d'affection pour Ali Bongo, à un moment, puisqu'il apporte quelque chose de neuf, c'est un jeune, il a de la force, mais en même temps, on veut couper sa tête parce qu'il est le fils de son père. Et en face, on a un autre cacique du pouvoir qui apporte un autre discours, mais qui veut libérer le peuple, et le peuple le suit, mais qui veut ramener les gens à la colonie. Bref, expliquez-nous aussi, du haut de votre intelligence, ce qui se passe pour que les gens comprennent enfin. Vous savez, avant qu'il ne puisse y exister des rapports de droit, il faut d'abord penser qu'il existe des rapports politiques. Moi, je veux par là dire que les rapports entre le Gabon et la France, qui entretiennent des accords bilatéraux depuis de longues dates, aujourd'hui témoignent de l'expression des privilèges dont M. Zoké évoque avec pertinence. Parce que vous avez vu, moi, c'est vrai, je l'ai dit je l'ai souligné tantôt qu'il s'agit d'une succession héréditaire, peut-être sur fond démocratique, parce que Ali Bongo, le fils, a été élu
Il a été élu, il n'avait pas été, comment dire, c'est censé pas faire comme une transition. Élu mais contesté. Oui, non, il avait été élu. Il avait été élu, c'est ce qu'on doit retenir. C'est-à-dire que ce n'a pas été un mécanisme constitutionnel, comme on l'a vu en 79, qui avait posé en 79 et qui a eu lieu au Cameroun en 82. Donc moi, je vais par là dire quoi? Que c'est un jeu de privilèges qui est en permanence duel aujourd'hui. Et ça fait donc de sorte que l'office Ali Bongo veut rompre avec sa tutelle, c'est-à-dire l'ancienne tutelle qui aujourd'hui se veut une tutelle envahissante. Et compte tenu des intérêts que la France a et dispose au sein du Gabon, on se rend compte toute l'harmonie, j'allais dire toute comment dire, toute la véracité de l'influence que la France aujourd'hui émet sur... Vous avez vu les sorties de Pierre Péan. Il avait estimé que Ali Bongo n'était pas gabonais. De quel droit il se mêle? Vous avez eu une autre haute autorité politique que je ne vais pas citer qui avait estimé qu'il avait été mal élu. Donc vous comprenez que lorsqu'il y a un phénomène de rupture, ça fait de sorte que les intérêts sont mis en jeu. Et aujourd'hui, nous regrettons. C'est pourquoi un grand auteur disait que vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Alors, Guy Parfait Songhai, c'est quand même très grave ce qui arrive là. La France est en train de perdre du terrain en Afrique, mais la France ne veut pas aussi partir. Et dans cette France-là, il y a deux courants. Il y a des voyous, comme les Bourgis, qui rêvent encore de la France de Papa Focard. Et puis, tu as aussi des gens qui sont un peu plus neutres, les Mélenchon, une nouvelle classe qui ne comprend pas pourquoi il faut à tout prix appauvrir les Africains au risque de créer les guerres civiles et les mécontentements. On n'accuse pas la France, bien sûr, mais il y a quand même la France-Afrique qui vit là-bas, qui bat. Le Gabon est l'un des pays en Afrique francophone dans lequel la France est la mieux installée. C'est-à-dire que si vous regardez le QG de l'armée française au Gabon, c'est pratiquement le chez eux là-bas. Il y a des villes pratiquement, vous avez à Port-Gentil ou dans quelques autres villes, les Français, ils sont chez eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans un pays comme celui-là où la colonisation est loin d'être terminée, parce que elle est encore visible, palpable au niveau économique, politique, stratégique, managérial, et quand on regarde l'influence des entreprises françaises au Gabon, il y a encore un problème sérieux que les populations devraient pouvoir résoudre. Je suis embêté par rapport à cette affaire parce que, effectivement, on a deux configurations d'acteurs qui eux-mêmes sont malléables. Ali Bongo, parce qu'il a commencé à effriter les avantages français au Gabon, Sarkozy, à l'époque, a sorti l'information suivant laquelle il était 3e à l'élection et on a truqué les résultats pour faire de lui le premier. Après ça, il y a une autre attaque pour dire qu'il n'est pas gabonais, etc. C'est le même système. Donc, peu importe les acteurs, on comprend. Ils sont tellement grossiers aujourd'hui qu'on comprend pourquoi ils font ça. C'est ridicule aussi. C'est devenu ridicule. Il ne faut pas prôner les droits de l'homme, les valeurs universelles, donc, et puis voilà. Le problème reste que personne n'a encore travaillé à suffisance sur les mécanismes et toute l'ingénierie qu'il faudrait déployer pour que les populations développent une véritable autonomie, une véritable indépendance, une véritable capacité d'autodétermination par rapport à ce qui est important pour elles. C'est là le véritable enjeu. Jean Ping, d'une manière ou d'une autre, ayant travaillé pour l'Union africaine au niveau, avec des déclarations fracassantes sur le fait que l'Union africaine n'a même pas d'autonomie et qu'en réalité, elle n'est qu'un truc qui a pour but de défendre les intérêts des chefs d'État qui eux-mêmes ne sont pas libres, a démontré ce qu'on appelle en sciences politiques, et particulièrement en matière de gouvernance, la schizophrénie. C'est quoi cette schizophrénie lue en sciences politiques aujourd'hui? C'est le fait que nous avons des gouvernants en Afrique francophone qui, d'un côté, lorsqu'ils ont des problèmes en interne, justifient leurs insuffisances managériales par la pression internationale. Quand ils ont des problèmes dans les rapports à l'international, ils justifient, n'est-ce pas, leurs problèmes par la pression interne. C'est pourquoi on qualifie ça de schizophrénie en matière de gouvernance internationale, gouvernance mondiale en Afrique francophone surtout. Or, le problème là-dedans, c'est que personne n'a encore travaillé sur le fond, à savoir donner une véritable capacité autonome aux populations, une véritable capacité d'autodétermination quant à la décision que les populations doivent prendre par elles, pour elles, en elles,
pour leur propre pays. Il y a trop d'interférences. Il y a trop d'acteurs extérieurs qui n'ont rien à voir avec les besoins des populations, qui viennent infléchir sur les positions, qui viennent infléchir sur les choix, qui viennent infléchir sur les orientations et qui continuent à développer le sous-développement. Que dis-je? À développer le pillage. Parce que le Gabon fait partie du golfe de Guinée, qui est une cible aujourd'hui par rapport à la stratégie mondiale de recolonisation du continent africain. Donc le véritable enjeu n'est pas encore attaqué. On est en train d'embrouiller les gens dans des guerres de position qui en fait consistent à maintenir un système de pillage. Alors, Samuel Zoquet, voilà la configuration simple. Il faut le chaos. Un gagne, l'autre conteste. Enfin, gagner ou... voilà. Et puis, le chaos s'installe, l'ONU, Ban Ki-moon vient là, et puis c'est parti, ça dégénère, la France a le mandat, intervention, et puis c'est fini, il y a l'hôtel Ivoire. Est-ce que c'est le même schéma? Je pense que c'est le même schéma. N'oublions pas, M. Songué l'a si bien martelé. Il faut comprendre que le problème aujourd'hui, c'est la prédation poussée vers le golfe de Guinée. On a commencé avec le Boko Haram. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a fini ce pan. Et on va revenir. Et n'oublions pas que nous avons les APE qui sont pendants et que c'est le président Bongo qui est chargé de gérer ce dossier sensible. Une chose est sûre, Bongo sera président, mais on va tordre son cou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les négociations souterraines qui sont en veilleuse, qui vont être réactivées pour qu'ils essayent de laisser du zeste. Elles ont commencé, mais elles restent officieuses. En fait, même Jacques Ping, on se joue de lui. Ça veut dire que c'est un instrument pour mettre la pression sur M. Bongo afin qu'il cède à un certain nombre de concessions qui sont préalablement élaborées. Ça voudrait dire qu'on va faire croire à M. Bongo qu'il n'est pas légitimement élu et que s'il va rester à son poste, c'est parce qu'il y a les maîtres chanteurs qui ont pu avoir même mis sur le processus et qui ont décidé que c'est lui. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est tenir le golfe de Guinée à travers les chefs d'État. Bongo a essayé de s'affranchir, mais aujourd'hui on le tient. Les négociations ont commencé. En fait, l'essentiel des positions tourne autour des points qui veulent que, Bongo accepte, enfin c'est ce qu'il propose, une ouverture pour les opposants. Jean Ping n'est pas d'accord du tout. Les négociations ont commencé, elles restent souterraines. Il y a un travail qui est fait derrière. Mais le fond dans tout ça, c'est la manipulation. Il y a un certain nombre de points qui ont commencé à être abordés en back-office, mais tous ces gens sont manipulés, comme il est en train de dire. Alors, ceux qui sont manipulés ne savent pas souvent qu'ils sont manipulés pour manipuler, comme dirait mon ami Kenda. Alors, Louison, la sortie de crise, qu'est-ce qui peut se passer? Le chaos ou l'enfer? Parce que de toutes les manières, c'est en train de brûler. Et les populations souffrent au Gabon. Je disais tout à l'heure, j'ai convoqué un propos d'Emmanuel Kolb qui disait que vaut 2100 jours de négociation, 15 jours de guerre. Ça veut tout simplement dire que nous devons surfer sur un seul pilier, un seul déterminant, qui est la négociation. Que se tiennent autant que faire se peut, ce qu'on aura appelé des négociations de couloir, ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir, pour que la paix revienne au Gabon, parce qu'on a l'impression que qu'est-ce qui se cache derrière le pouvoir? Cette vanité, pourquoi les gens s'y agrippent tant? Vous dites ça parce que, rassurez-vous, vous et moi, nous en sommes encore si éloignés. Justement. Donc là, je vous dis, ça fait c'est très choquant, c'est frustrant de regarder ces images d'un peuple qui souffre. Et ça revient à l'idée de la République que nous évoquions ici, que la République, en fait, c'est quoi? C'est une forme de gouvernement dans laquelle la propriété de l'État appartient au peuple. Et c'est pourquoi nous disons là la dernière fois, on le relevait la dernière fois, que le peuple doit tout faire pour se doter d'un dirigeant qui soit authentiquement gabonais. Mais que peut faire le peuple là maintenant? Les gars sont allés voter, et puis le Haut-Ogoué, cette histoire quand même, moi je suis très bongoïste, Ali, je me sens jeune, plus proche d'Ali, c'est sûr, mais quand on te dit que tu as gagné en Vomeka par 150 voix pour ça, bref, ça pose un problème quand même. Est-ce qu'il ne pouvait pas travailler? Enfin, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai posé un problème qui n'a été attaqué par personne et que très peu de médias pourraient attaquer. Allons-y. Le problème de fond est celui de la construction d'une masse critique capable de posséder le pouvoir au Gabon depuis l'intérieur. Et c'est le problème de fond pour tous les pays d'Afrique francophone. Une masse critique qui est capable véritablement de briser le néocolonialisme depuis l'intérieur.
Il faudrait comprendre que le Gabon fait partie de ces pays en Afrique francophone qui souffrent d'avoir eu des gouvernants qu'il n'a pas choisis et qui souffrent d'avoir subi longtemps la post-colonie, donc une pression importante, une influence, une manipulation importante de la France sur ces pays. Que l'on veuille l'avouer ou pas, on a des chiffres, on a des données au niveau politique, on a des données au niveau économique, on a des données au niveau géostratégique, au niveau géopolitique. On ne peut pas nier l'influence de la France et, je vais dire, l'emprise importante que la France a sur le Gabon, qui est, on va dire, d'un point de vue géographique. Nous sommes là pygmées, quoi. Bien, voilà. Le problème, c'est quoi? Toutes les personnes qui gouvernent ne travaillent pas à construire cette masse critique. Ou, quand elle est même construite, elle est construite de façon collatérale, isolée par quelques intellectuels, on va dire, suffisamment teigneux pour ne pas baisser la garde. Or, c'est là où tout doit se jouer. Quelle est la masse critique que l'on peut constituer, structurer de façon à ce que le peuple arrive désormais à choisir ses leaders, à fabriquer même ses leaders et à choisir ses gouvernants. Et quand je parle de leaders, il y a plusieurs niveaux de leadership. Lorsqu'on détruit le leadership, que ce soit sur le plan social, économique, politique, artistique, peu importe dans quel domaine on empêche au peuple d'avoir des repères. C'est ça le problème. Au lieu d'écouter Misengo François, c'est le piment dans la sauce. Enfin, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Le problème est là, il est au niveau de la capacité des penseurs dans un pays, des leaders dans un pays à structurer une réorientation, une nouvelle forme de pensée, de langage qui partant de là permet au peuple de se réapproprier de son espace. Tout ce qu'on voit là, ça c'est des mises en scène, c'était prévisible. N'importe quel analyste aurait fait 2 ou 3 éléments de probabilité et on aurait vu que de toute façon, Bongo peut même perdre cette élection. Objectivement. Parce que quand on va regarder aujourd'hui, moi je suis ni pour Bongo ni pour Jean Ping. Je suis pour le fait que les populations gabonaises apprennent à prendre le pouvoir. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Voilà. Ce n'est pas les acteurs qui posent problème. C'est la capacité des populations à s'approprier de leur espace et à décider par elles-mêmes pour elles-mêmes. Alors, dans cette bataille de Ntchango là, parce que c'est souvent violent les batailles de Ntchango, on explique ce que c'est que le Ntchango, non? Ils sont les beaux-frères et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et les fruits sont là. C'est des batailles fratricides, c'est mortel. Alors, Henri Diabaté, vous qui revenez du Gabon, sain et sauf, je précise, parce que beaucoup sont là-bas, ils n'ont pas encore eu leur gombo, on les entend plus d'ailleurs. C'est dommage, mais bon. Alors, Diabaté, vous êtes historien, mais vous êtes chercheur, vous avez l'œil pointilleux sur ces questions d'alternance. Vous avez travaillé là-dessus. Pourquoi ça n'a pas marché au Gabon? Et qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi ça coince? Ça coince tout simplement parce que c'est Parfait Songé qui parlait de la masse critique. En fait, la masse critique, c'est quoi? C'est cette capacité du peuple à créer les conditions pour que celui-ci assume sa propre auto-historicité. Or, dans le cadre de l'Afrique, c'est impossible parce qu'il y a un système qui contrôle l'Afrique. Francophone. Afrique francophone depuis 1957, 56, 57, c'est-à-dire depuis la loi 4. C'est-à-dire l'État, cet État, au Cameroun, c'est l'État odjulatiste. Au Gabon, c'est cet État, c'est la France-Afrique. C'est-à-dire, Ali Ben Bongo, comme Biya s'est battu en 82 pour détruire l'État odjulatiste, il y a eu le coup d'État, il a reculé. Il a fait un rétro-pédalage avec le libéralisme communautaire, qui n'a pas de sens, avec une dictature policée. Ça n'a pas de sens, mais il a fait un rétro-pédalage incroyable. Le grand-père est dictateur. Non, c'est pas ça. Enfin, il a donné une dictature, c'était une dictature éclairée, disons. Bon, maintenant, Ali a compris que les sauvages n'aiment pas la démocratie. Ali, aujourd'hui, Ali a démantelé les systèmes qui fondaient les bases, la répartition du pouvoir au Gabon depuis l'indépendance. Ce qui fait de lui un homme à abattre, d'abord d'un point de vue principiel. Voilà, c'est clair. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pour ça. Donc il a osé. Il a osé bousculer, remettre en cause les fondamentaux. Ce qui fonde, il a créé un nouveau paradigme dans le ciel politique gabonais et ça fait que ça a bousculé les vieux alliages, les vieilles traditions, c'est-à-dire les vieilles ententes qui faisaient le socle du pouvoir de Bongo Père.
Aujourd'hui, Ali a mené des gens nouveaux. Beaucoup sont des étrangers, sont qualifiés d'étrangers, mais qui sont à Kombessi. Mais on oublie qu'à Kombessi, c'est son directeur de cabinet au ministère de la Défense. Mais il est gabonais, non. Mais il est gabonais, justement. On a entendu Jean-Ping nous le dire. Ça m'a un peu heurté. Jean-Ping a parlé des étrangers, des étrangers, des étrangers. Ça a bousculé tout le monde. Mais c'était pas ça. En Afrique, en 2005, on ne doit plus parler de ce genre de choses. On doit chercher partout, même si c'est un Somalien. S'il est important qu'il puisse apporter quelque chose au Cameroun, je ne vois pas en quoi. Ils vont dire qu'ils sont panafricanistes. Voilà, on va le disqualifier. On va le disqualifier de l'appui qu'il peut apporter au Cameroun. Il y a ça. Donc maintenant, d'un autre côté, moi je suis d'accord lorsqu'on dit vraiment la force de la France. Mais je dis aussi que la chance du Gabon cette année, c'était incroyable. Dans l'histoire de la France, la France n'a jamais eu de son histoire un président qui n'ait pas la force sur son parti. Vous voyez, depuis le conflit au Gabon, l'Élysée n'a pas parlé. Ils ne peuvent pas. L'Élysée n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que François Hollande ne contrôle pas le Parti socialiste. Absolument. Le Parti socialiste est contrôlé par mes anciens camarades, des troquistes qui n'ont rien à voir avec François Hollande. Ils s'en foutent un peu. Ouais, ils sont même très critiques envers François Hollande. Le communiqué qu'on attribue au Parti socialiste a été rédigé par un obscur secrétaire dont l'épouse est gabonaise. Bon, on peut s'imaginer qu'elle peut être pro Jean-Ping. Elle a parlé, quand on voit les termes du communiqué, il est absolument biaisé. Donc ça n'émane pas de la direction officielle du Parti socialiste. C'est la preuve qu'il y a un terrible cafouillage, même en France, où on n'arrive pas à s'accommoder, à s'accorder. Diabaté, on revient vers toi tout à l'heure. Ça veut dire que c'est la fin des temps. C'est une nouvelle ère. Les Africains, arrêtez de croire qu'un visa pour la France va changer votre vie. Prenez-vous en main. C'est pas ça, Samuel Zoké, pardi. Oui, monsieur Bissok, mais je m'en voudrais si je ne soulève pas un détail. Oui, allez-y. À l'entame de cette émission, je vous ai dit, moi, j'ai observé la légèreté. Quand vous prenez un monsieur comme Jacques Ping, qui a été président de la Commission de l'Union africaine, qui parle d'étrangers au Gabon, alors que c'est le monsieur qui devait construire l'Union africaine, où tous les peuples devaient s'embraser pour une nouvelle Afrique, vous comprenez qu'il y a beaucoup de légèreté. Le Bénin vient de supprimer les visas pour tous les Africains. Vous voyez qu'il y a beaucoup de légèreté. Et maintenant, je vais continuer. Quand vous voyez aujourd'hui le trucage qu'il y a quand même eu dans cette élection, parce que quand on dit que M. Bongo a eu 95%, dans sa région natale et que l'autre a eu 5% et que le nombre d'habitants miraculeusement a doublé. Non, pas doublé, il a été multiplié par environ 10. Ah bon, et vous vous rendez, ça c'est de la légèreté. Quand on veut tricher, on met les moyens en jeu pour non, tricher. Ne légitimez pas ce genre de truc. C'est pas de cette manière. Oui, je pense tout simplement que, comme Diabaté l'a si bien dit, Ali Bongo, au lieu de s'adosser sur le cocotier, il a plutôt fortement secoué. Et je crois que quand on secoue fortement un cocotier, on doit s'attendre parce que les noix vont tomber, les destructrices et tout sur vos têtes. Donc moi je pense que je reviens sur la notion des leaders authentiques. Justement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se pose au Gabon est suffisamment clair pour attirer nos attentions que le peuple reste la source du pouvoir. Quand on parle de la démocratie, c'est le peuple, c'est le pouvoir. Donc ça veut dire en fait que les Gabonais, comme tout le peuple africain, doivent comprendre une chose, la source du pouvoir, c'est le peuple. Et si le peuple ne se met pas en éveil, si le peuple ne contrôle pas sa souveraineté nationale, il sera difficile. Mais dans le cas du Gabon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Voici. Oui. Je voulais passer un peu. Oui, Diabaté. Je voulais dire, parfois, on a parlé de masse critique. C'est très important. Mais je voulais dire ceci en parlant de masse critique. Tant que le monde politique va essayer de contrôler la direction des affaires, c'est-à-dire on aura un face-à-face entre le peuple et le monde politique. Le monde politique, lui, il est essentiellement partisan. Il n'a pas envie de partager. Et ça fait qu'il y a une distorsion en Afrique francophone entre le peuple et le monde politique. Or, au milieu, dans toutes les sociétés, si vous voyez la Révolution française, c'est la société civile. C'est-à-dire qu'il y a encore un intermédiaire qui est au-dessus du monde politique, qui n'est pas happé par la dictature du décret. Ils ne veulent pas être nommés. Ils sont enseignants. C'est la confiance du peuple. Ils sont médecins, ils sont avocats. Le peuple, c'est le troupeau. Le peuple est dans l'obscurité. Moi, j'ai vu. Il ne sait pas. Et Danton, quand vous voyez Danton, vous voyez Robespierre, Marat, c'est eux qui parlent. Et Danton disait de l'audace, encore de l'audace. Toujours de l'audace, encore de l'audace. Vous voyez Camille Desmoulins, le journaliste, il parle, il dit
on peut me tuer, mais je vais dire la vérité. Et c'est ça qui nous manque. Tous ici, c'est ça qui nous manque en Afrique. Là-bas, commence à trembler. C'est-à-dire avoir des gens. Je ne dis pas que je sais que il faut saluer Louison alors. Oui, Louison. Oui, et ils font partie de cette nouvelle vague qui nécessairement ne sont pas bloqués par le pouvoir du décret. C'est-à-dire parce qu'une fois, pour tuer l'université chez nous, l'école, la lumière chez nous, on a brandi le pouvoir du décret. On sait que dès que tu es doyen, tu es directeur de l'administration centrale, c'est fini. Le gars, il s'accobote dessus. Tu déshabilles toutes les petites à l'université. Il s'accobote dessus, il devient un militant du RDPC. Il devient un militant du RDPC et il devient un turiféraire du président Biya immédiatement. Aïe Jolu l'avait si bien compris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, il faut dépolitiser l'université. Diabaté, sans vous couper, je pense que Martien avait refusé de saluer Ahidjo. Enfin, il s'était détaché un peu de l'appareil politique. Oui, le problème, c'est qu'il faut créer une classe intermédiaire des gens qui sont capables... les gens s'en foutent quand même. Des gens qui sont capables de dire attention. Voilà le Gabon qui brûle. Aucun intellectuel, j'ai pas entendu. Ceux qui se targuent du mot d'intellectuel, qui nous gargarisent la bouche à longueur de journée avec le mot intellectuel. J'ai pas entendu un seul dire on ne veut pas. On ne veut pas. J'ai pas entendu. Tu veux qu'Atangana Manda meure? Alors, qui comprennent déjà? Oui, allez-y. Oui, je voulais dire quelque chose parce que on peut pas banaliser cette question quand on veut la traiter profondément. Tant que le Gabon n'a pas compris les enjeux de la construction d'une masse critique, il va se faire avoir, comme tous les autres pays d'Afrique francophone. Je vais faire une tripartition dans 2 domaines. Coucou. Désolé. L'universitaire revient. Vous avez demandé les intellectuels, vous en avez sur ce plateau. Souffrez que nous allions dans les segmentations. Attention au tripartouillage. Non, c'est une tripartition bilatérale. Premier côté. Premier côté de la tripartition. En matière d'analyse, il faudrait d'abord regarder les choses au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire de l'idéal que le peuple se fait d'une chose. Et il faudrait que l'on comprenne qu'en matière d'idéal de ce que le peuple se fait du pouvoir, il faut une masse critique pour construire le pouvoir. Maintenant, il y a la symbolique, c'est-à-dire les représentations, les formes et les mises en scène qu'on se fait autour du champ politique, dans lequel on a plusieurs types d'acteurs. Vous avez le peuple qui est en bas, vous avez les acteurs politiques qui suivent juste au-dessus, vous avez les acteurs au pouvoir, ceux qu'on nomme, et vous avez les décideurs. Or, le problème qu'on a dans un pays comme le Gabon, c'est que les décideurs ne voient pas l'intérêt à fabriquer une masse critique. Maintenant, au niveau du réel, il y a des enjeux économiques puissants, géostratégiques importants, qui font que la France continue à veiller, même quand elle n'est pas unie au niveau politique, continue à veiller à ce que ses intérêts au Gabon ne soient pas abandonnés. Comme au Cameroun, on sait. Donc là, c'est la première tripartition. Deuxième tripartition, j'ai dit de façon bilatérale, c'est qu'il faudrait savoir que dans un pays, le pouvoir a 3 pôles. Vous avez les autorités traditionnelles, vous avez les autorités religieuses, et vous avez le sentiment d'appartenance à la même nation. Ces 3 pôles, lorsqu'on ne sait pas les traiter de manière stratégique, les autres les pilotent à votre place. Et dans la post-colonie, la logique post-coloniale a anéanti ces pôles. Les autorités traditionnelles, ça, on connaît ça ici au Cameroun, avant de regarder ça au Gabon, on a veillé à ce que ce ne soit surtout pas les bons chefs traditionnels, encore que c'était des rois subitement, on les a appelés chefs, ce qui n'a pas le même contenu, la même pertinence. Dès qu'on te nomme au parti, tu arraches la chefferie. On leur a fait perdre ça. Il y a maintenant le sentiment d'appartenance à la même nation qui est très facile à diluer à travers les outils de division tels que le tribalisme et tout ce qui va avec. Et vous avez les autorités religieuses qui ont été diluées dans le sens où on leur a fait perdre l'assise qu'elles devraient pouvoir avoir pour imposer leur vision de la norme dans le champ politique. Donc, quand vous regardez ces 2 éléments bilatéraux en termes de tripartition, vous comprenez comment toute une ingénierie est derrière l'autonomisation du peuple, l'autodétermination du peuple. Il y a un travail de construction derrière. Tu dis quelque chose qui est choquant. Aussi chaud que ça se passe là, on n'entend pas les intellectuels gabonais en grande partie. On entend un peu les politiciens qui sont dans le pour ou contre. Il y a un back-office structurant et structurel qu'il faudrait regarder et sur lequel il faut investir depuis. Bongo ne va pas se préoccuper. Le président algérien, tunisien a commencé ça, il a vu lui-même ce que ça donne. Quand tu fabriques la masse critique et tu n'es pas un bon gouvernant, le peuple lui-même te botte dehors. Dans le projet que j'avais soumis à Ali Bongo, c'était d'amener des vrais intellectuels.
pas des plateaux télé où... Oui, mais tout Ali le monde Bongo a s'engueule. commencé d'abord un programme Ah. qui lui demande beaucoup de temps. Or, ce temps, il ne l'a pas eu. Il faut qu'il l'ait donc. Oui, désamorcer son pays de l'emprise française. Laisse alors le tripatouillage, on revient à toi. Alors, tout à l'heure, il est parfait. Alors, Samuel Zouké, c'est juste pour mettre un peu d'ambiance, c'est samedi, si on est tristes tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser pour ce peuple? Qu'est-ce qu'on va reprocher à ce peuple qui a cru bon d'aller voter, qui a cru bon aujourd'hui de ne pas se laisser voler la victoire? J'ai vu des jeunes se coucher sur des chars, des jeunes recevoir des balles, des jeunes descendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette désespérance exponentialisée? Bon, bref, allons-y. Oui, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que le Gabon, bien qu'étant un pays riche, la population croupit dans la misère et la pauvreté. Et C'est encore la France? Ça reste un problème de gouvernance. Et ceux donc qui vendent les slogans aujourd'hui ont voulu embrayer sur ce levier-là. Ça veut dire que M. Bongo veut faire croire aux Gabonais qu'à travers lui, il va les sortir de la misère. Et M. Ping continue à faire croire aux Gabonais que c'est à cause de la famille Bongo qu'ils sont dans la pauvreté. Et alors qu'il est de la famille? Et curieusement, tout cela s'entrevauche. Vous trouvez donc un homme qui veut non seulement affranchir le peuple ou alors libérer le peuple, mais qui est lui-même la construction de ce peuple-là. En résumé, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y ait des nouveaux acteurs au Gabon qui s'approprient exactement les besoins des populations gabonaises et qui se mettent au travail afin que le Gabon retrouve le chemin de la prospérité. Alors, Louison, justement, on parlait tout à l'heure, la pauvreté de l'offre politique, mais la pauvreté des projets aussi. Jean Ping est un docteur en économie. Je veux dire que ce n'est pas Mimba qui passe sa route. C'est un esprit. Mais on n'a pas vu un projet économique. Parce que le problème du Gabon aussi, c'est l'économie. Comment briser les chaînes de la fatalité, de la misère. C'est aussi ça, la pauvreté intellectuelle en Afrique. Et est-ce que ça n'a pas joué ou est-ce que ça ne va pas peser pour demain? Moi, je veux qu'on accuse la France de m'avoir percé les chaussures. D'ailleurs, ils sont responsables de tout. Mais nous aussi, nous sommes médiocres quand même. Enfin, je dis politiquement, au moins pour le peuple. Peut-être qu'il faut apprécier le fait que les leaders d'opposition se sont structurés, se sont consentis autour d'un seul candidat qui est Jean Ping. Mais moi, je pense que... Donc, on va dire bravo à l'opposition, quand même. Oui, bon, c'est que le Cameroun... On peut pas nier que l'opposition a commencé quelque chose de très beau. Et il faudrait appuyer ça, il faut féliciter ça. C'est quasiment impossible au Cameroun. Gamjoya ne supporte même pas que son Gandoura frôle Frundi et vice-versa. Donc il faut tuer les égos surdimensionnés. Donc vous comprenez donc que Jean Ping, au-delà de cette confiance qui lui a été faite par les autres leaders des partis d'opposition, n'a pas structuré un projet politique bien construit. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, vous voyez, vous dites qu'il est docteur en économie, mais on se rend compte que les propositions qui avaient été faites pour le peuple gabonais n'étaient pas des propositions, comment dire, comme elles étaient légères en tout cas. C'était de chasser les Camerounais, voilà, de chasser les Béninois, voilà, de tuer la mère d'Ali Bongo. Je pense que dans l'idée de rupture de la mise en place d'une nouvelle classe politique, et surtout que ce n'est même pas nouvelle, puisque, on l'a dit tout à l'heure, Jean Ping fait partie des vieilles classes de la politique gabonaise. Mais moi, ce qui continue à me choquer, c'est ce silence assourdissant des chefs d'État africains. Mais voilà! Voilà, des chefs d'État qui sont restés totalement muets, c'est-à-dire que je ne comprends pas, parce que... Oui, qui a parlé au Cameroun? Au moins, vous connaissez la diplomatie silencieuse du président. C'est diplomatie efficace. Les silences du président. Non, attention, je vais vous dire. Le président Biya. Alors, qui a parlé? Je peux vous dire, je vous assure que c'est pas Jean-Enes Gallet, je pense que, écoutez, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler, mais Paul Biya, je crois que s'il y a le maintien de la paix au Gabon aujourd'hui, je pense que les Gabonais le doivent à Paul Biya. C'est très important. C'est très important. Je ne vais pas vous le dire. Mais je vais pas vous le dire, mais je le dis, ils le doivent à Paul Biya. C'est très important. Le pire est là-bas. Je crois que le fait d'avoir fait partie Mamadi Diané rapidement de Libreville, il faut le mettre au crédit du président Biya. C'est très important. Le conseiller de M. Ouattara, je pense qu'il est parti de Libreville, c'est grâce au président. Et Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait étant à Genève? Oh, mais dis donc, il y a les moyens de technologie. Et il était sur Twitter? Il était sur Twitter. Un petit tweet.
Et l'affaire a tweeté. Non, mais je voulais dire ceci. Hein. Il faut pas... Je voulais dire deux choses sur le Gabon. La première, rapidement, c'est que Ping, c'est quand même 50% des Gabonais. Hein. Est-ce qu'il peut avoir une solution au Gabon sans Ping? Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que s'il y a des négociations, il faut intégrer Ping dans l'affaire. N'importe comment. Il faut intégrer Ping dans l'affaire pour que le Gabon retrouve la sérénité. C'est très important. C'est très, très important. C'est la première des choses. Mais les gars ne veulent même pas déjà se renifler. Non, mais c'est ça, non. Ici, ils aiment le Gabon. S'ils aiment le Gabon, il faut qu'ils acceptent de trouver une solution médiane pour sauver le Gabon. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que partout au monde, lorsque ton voisin souffre, tu dois intervenir. Le Cameroun doit comprendre que le sort du Gabon est important pour lui. La Guinée équatoriale. On doit annexer le Gabon? Pas annexer. C'est ça, et ça pose les problèmes de constitution politique chez nous. Les deux dimensions, la dimension de nos États n'est pas viable sur le plan économique. C'est pourquoi il est important. Imaginez-vous, on n'aurait jamais eu ce truc si, imaginez-vous, on était dans une constitution de la CEMAC. Mais oui! On était dans un gouvernement de la CEMAC où il fallait élire un gouverneur de région au Gabon. On n'aurait jamais eu ce type de choses parce qu'immédiatement, les gars de Koutaba ou de l'opération Delta seraient allés faire la loi à Port-Gentil. Le billet peut descendre là-bas. C'est très important. J'envoie un colonel là-bas. S'il n'y est pas déjà. On met tout le monde à la maison. S'il n'y est pas déjà. Bon. Donc, c'est très important. Je pense que c'est deux choses qui sont importantes. Il faut que le président Bongo officiellement, le président Obiangema, le président Sassou, aille là-bas. Le président Déby. Oui, mais tu sais aussi que ces blaireaux-là ne se blairent pas. Ah, enfin, entre Sassou... C'est que tous là ne sont pas des modèles démocratiques aussi. Bon, alors, Guy Parfait, avant de tomber dans la triptyque phasique, binôme équilatéral, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un avenir là-dedans pour la sortie maintenant, pour être plus sûr? Il faudrait absolument que les acteurs politiques gabonais acceptent la négociation parce que... C'est-à-dire? Parce que maintenant on sort, là, il faut qu'on... Nous on dit, c'est le meilleur plateau des émissions sur le Gabon depuis que ça existe. Je dis c'est le meilleur, parce que vous êtes là. Et je pense qu'on nous suit à Libreville, le record d'audience, donc donnons-leur des pistes. Jean Ping et Bongo sont des personnes assez atypiques fondamentalement par rapport aux configurations que l'on a des candidats au Gabon. C'est des personnes qui chacune ont quelque chose à proposer. Bongo a une certaine audace qui dérange. Jean Ping a l'expérience et l'audace qui dérange. Mais ils ne peuvent pas s'accommoder l'un excluant l'autre en l'état. Parce que de toute façon, le système ne permet pas qu'il y ait un arbitrage correct, linéaire et complet. On est obligé de négocier, et comment on dit ça en droit? Une bonne négociation vaut mieux qu'un mauvais procès. Justement. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il faut faire cette négociation, il faut accepter, et ça c'est une affaire entre Gabonais, de privilégier l'intérêt du peuple. Si ça déroute en guerre civile, c'est le Gabon qui va perdre. Le Gabon va perdre au niveau de son économie, il va perdre au niveau géostratégique, au niveau politique, etc. Mais il y a quelque chose que je voudrais rappeler. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Quand ils auront fini cette négociation, il faudrait qu'ils se rappellent que la plus grande faiblesse de leur pays, c'est qu'il n'y ait pas une masse critique qui permette au pays de décider par lui-même et pour lui-même, pour son peuple. Et ça veut dire que quelle que soit la personne qui, sur la forme, dirige le Gabon, il y a un gros travail à faire avec les intellectuels gabonais. Et il y en a. Il y en a au Gabon, il y en a à travers la planète. Et il faut savoir solliciter ces expertises-là pour enfin résoudre les vrais problèmes. Au lieu d'écarter toute personne qui représente une menace ou bien dont les critiques posent des problèmes. Parce que sinon, ce processus va être répétitif et on ne va pas voir quelque chose qui est en train de se jouer. C'est qu'à travers la faiblesse de la France dans l'intervention de ce qui se passe aujourd'hui, on commence à flairer la fin de la France-Afrique, petit à petit. Tu as eu la configuration que tu as soulevée, la position d'Hollande, qui est une position assez fragile aujourd'hui en tant que président de la République et leader dans un parti politique qui ne le soutient pas à suffisance. Mais ça veut dire que de plus en plus, la France aura de moins en moins la possibilité d'intervenir pour décider de qui doit diriger et comment doit être gouverné un pays d'Afrique francophone. Et c'est aux Africains de lire ce schéma. C'est aux Africains de se rendre compte que de plus en plus des Européens viennent chercher le travail ici, au lieu de chercher le visa pour aller là-bas. Robert Bourgi. C'est des choses élémentaires qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent. Et ça reste dans la formation, l'éducation, la transformation des masses depuis le bas âge et cette dédogmatisation, ce désenvoûtement.
il faudrait véritablement sortir cette démonastérisation. Il faut sortir les gens des monastères et les libérer de ce carcan colonial qui les enferme. Bon, Guy Parfait Songhé, écoutez, oui Samuel Zoké, les pistes, qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà, je crois qu'il n'y a, je pense qu'on a encore 30 secondes. Il n'y a que des négociations. Mais j'ai très peur. Parce que Jacques Ping ne peut pas aller dans les négociations parce qu'il sera le principal perdant. C'est les Français qui gagneront dans les négociations au détriment du peuple gabonais et au détriment de Jacques Ping. Et c'est là où moi j'ai peur. Parce que ça risque de s'embraser et ce n'est pas mon souhait. Alors, Luison, déjà les Gabonais commencent à rire avec les sacs Mbandjok. Pour ce peuple digne, ils n'ont jamais connu des choses comme ça. Nous, les Camerounais, sont habitués à mourir au désert, on s'en fout. Mais les Gabonais, les réfugiés, c'est pas beau, non? Non, je pense qu'au nom de la sécurité collective, aujourd'hui, qui peut entraîner une responsabilité internationale, il serait d'abord de bon ton pour nos chefs d'État de la CEEAC, c'est-à-dire que de la communauté économique de l'Afrique centrale, de se prononcer. C'est-à-dire que de tenir un discours, un discours d'apaisement à l'effet de pacifier les tensions au Gabon. Et surtout, que le peuple gabonais sache que le destin d'un peuple, d'un pays, repose entre leurs mains. Et la destruction des assemblées délibérantes politiques, telles que le Sénat et l'Assemblée nationale, me paraît être des actes condamnables. Il faudrait que le peuple arrête de détruire. Ce n'est pas ça l'important. Qu'est-ce que peut faire le peuple à part détruire dans ces moments? Vous savez, il y a une révolution pacifique, il y a une révolution démocratique. À la camerounaise. Oui, une sorte de fatalité. Vous savez la difficulté, c'est quoi? C'est que quand il y a des événements comme c'est le cas, il serait difficile que les dommages qui soient issus soient réparables. Et c'est pourquoi, généralement, en état de belligérance, ça devient compliqué de maîtriser les foules. Donc, le peuple doit se maîtriser, doit arrêter de détruire, parce qu'en détruisant, c'est encore un tort qu'il pose à l'institution étatique. Alors, Henri Diabaté, Ping, Premier ministre, Bongo, président, parce que l'inverse, c'est la sorcellerie. Ça peut être une solution. Bongo ne peut pas être Premier ministre, il est président. Voilà, ça peut être une solution. Selon les rapports de la Sénat, Ali Ben Bongo est le président du Gabon. Mais il y a un fait qui est incontournable. Jean Ping, un Gabonais sur deux a voté sur Ping. Donc, au minimum. Au minimum. Ça veut dire que Ping est un acteur incontournable de la situation politique au Gabon. Il faut en tenir compte. Il y a une situation de conflit, il faut en tenir compte. Parce que Ping est très dangereux. Ping a été dangereux. Ping a été longtemps ministre des Affaires étrangères. Ping a été président de la Commission africaine. Ping a beaucoup d'amitié sur le monde, sur le plan international. Quand vous voyez des gens comme Mamadi Diané, quand on connaît le pedigree d'un homme comme Mamadi Diané, dans les affaires du Libéria et la Sierra Leone, la mort de Thomas Sankara, on se pose beaucoup de questions. Et ce qui est bizarre, c'est que de faire du mal aucun chef d'État africain ne s'en voilà. En tout cas, moi je suis pour la négociation et ensuite la révolution grise en Afrique francophone. Moi je propose qu'on remette ce plateau samedi prochain. Si vous parler d'autres choses, mais revenez s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'était pas beau? On peut s'applaudir quand même. Très bon week-end à vous tous. Très bon week-end à vous tous. C'est bien, c'est aussi ça de la politique, amener un peu de baume au cœur des Camerounais et des Africains qui souffrent en ce moment. Il y a un Camerounais qui ne souffre pas, c'est le grand Mathieu Mandeng, qui est de passage chez lui à Dionès, sur Elogbel et à Edea. Mais il est en partance pour Maurice. Comment on peut faire pour vivre à Maurice et vouloir revenir au Cameroun? Si ce n'est pas un destin. Le Cameroun a une très grande richesse. Ouais. Elle est encore largement inexploitée, inexplorée. Mais dans cette république du mauvais cœur, oui, il faut voler 1 milliard pour être heureux, au minimum. Ça va changer. Allez, salut! C'est une causerie. Très bon week-end à vous. On vous a pas invité. Alors, ce qui se passe, c'est que Jean Ping fait partie des vieilles classes politiques qui, à mon avis, a posé un sérieux problème dans ce pays. Donc moi je pense à mon avis tout simplement que la situation au Gabon était prévisible parce que le candidat Jean-Pierre avait déjà annoncé avant même que la commission nationale, la commission électorale nationale autonome et permanente ne puisse proclamer les résultats. Jean-Pierre avait déjà s'était déjà autoproclamé et aller voir les ambassadeurs de la France et des États-Unis pour justement sabrer le champagne. Or, moi, je pense que c'était déjà là une hérésie qui annonçait justement qu'il devait y avoir cette crise post-électorale. Alors, Guy Parfait Songhé, GPS.
vous avez un pays qui présente 2 candidats qui sont en réalité issus d'un même système, qui sont grands frères et petits frères dans la réalité, beaux-frères et cousins et tout ce qu'on veut. Est-ce que ce n'est pas aussi ce looping du choix ou de l'offre politique qui est si pauvre? C'est-à-dire, si on avait pu avoir un autre visage, je sais pas, Ben Moubamba ou Nzoré Bekale ou je sais pas n'importe qui, ça aurait peut-être pu. Mais là, on était face à un dilemme, un choix cornélien quand même. Il faudrait savoir que cette configuration est due à l'ancien régime, à savoir le père d'Ali, qui, de par la façon dont il a géré le Gabon, a broyé toute forme d'adversité durablement. C'est pourquoi, on sort de ce système, l'illusion qu'on a, ou la constatation que l'on peut se faire, c'est celle d'une pauvreté de l'offre politique. Donc ça fait que véritablement très peu de gens ont l'épaisseur pour compétir. Deuxième compartiment, le fait que Ali ait hérité du système de son père, ayant une bonne connaissance de ce système, il a continué un certain nombre de pratiques de son père malgré les ruptures managériales qu'on a vues, ou même les ruptures en termes de politique de développement qu'on a vues dans les rapports à la France. Mon problème, à mon humble avis, ne se situe pas seulement au niveau de ces configurations, mais surtout au niveau des enjeux aujourd'hui pour les jeunes générations et pour le peuple gabonais. Parce que il est fondamental que le peuple gabonais ait la possibilité pour une fois de choisir ses gouvernants, de choisir par là sa politique de développement, de choisir sa vision du développement, de choisir ses orientations politiques et économiques. Et c'est ça qui se joue autour d'une élection présidentielle. Or, les choses se sont déjà passées mal au niveau configurationnel quant au choix des acteurs, quant au profil d'acteurs, et elle se passe encore mal au niveau fonctionnel quant à la décision de qui doit gouverner. Vous savez, c'est malheureux comme situation, parce que c'est finalement un classique. Quand on regarde ce qui se passe au Gabon, un classique en Afrique francophone. Parce qu'un peu partout en Afrique francophone, les gouvernants, depuis les indépendances, ne sont pas ce que les populations veulent, mais ce que la métropole francophone a décidé. Les gouvernants ne sont pas nécessairement ce que les populations ont décidé ou ceux qui ont une vision structurée et structurante pour les populations, mais plutôt sont ce que la métropole a décidé. Le problème dans le fond est que on continue dans ce que j'appellerais des processus de développement, du sous-développement, à travers toutes ces mises en scène, ces formes, ces langages que l'on déploie dans l'espace public. Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore au Gabon les configurations qui permettent aux populations de choisir qui doit gouverner selon les compétences, selon les aptitudes et pour le peuple gabonais, de façon à ce qu'il sorte de ce carcan colonial et post-colonial. Alors, post-colonial et colonial, on parle de la France-Afrique, on parle de cette mort-là. Mais ce qui est bizarre, ça s'apparente à ce qu'on peut appeler une guerre du palais, une guerre de succession. Enfin, qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce qu'il y a une continuité entre Ali Bongo, mais qui lui se revendique de la rupture, et puis Jean Ping, à qui on prête des intentions très diplomatiques et renforcées avec la colonie. Comment on peut comprendre ça? Monsieur Bissok, il faut dire les choses clairement. Le problème du Gabon, c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges pour les caciques qui ont trouvé en Jean Ping l'homme qui pouvait le mieux les représenter. C'est pour ça que là, il y a eu consensus. Vous avez vu à la fin, tous les acteurs politiques gabonais se sont réunis autour de la candidature de Jean Ping. Ils n'ont pas un programme commun. Je ne crois même pas qu'ils ont un programme politique. Mais le vrai problème, c'est qu'avec Jean Ping, ils pouvaient revenir, reconquérir le pouvoir et avoir droit aux privilèges que leur cédait le père Bongo. Tout à l'heure, M. Guy Parfait-Songhai a parlé de broyer, mais le père Bongo était un peu souple dans sa manière de broyer. Il les a corrompus. Toute la classe politique gabonaise est corrompue. Nous avions vu son principal adversaire, le pasteur Mba Abessol, s'agenouiller sous ses pieds parce qu'il lui donnait un certain nombre de privilèges. Et c'est la même chose. Et maintenant, cela a continué avec la métropole pour répondre à votre question. Aujourd'hui, nous voyons les Français, ceux qui se servaient au Gabon, ceux qui transportaient les mallettes, ceux qui se nourrissaient de l'argent du peuple gabonais, aujourd'hui revendiquer à cœur et à cri la victoire de M. Ping parce que cela va rétablir leurs privilèges. Donc,
En résumé, le problème du Gabon, c'est la fin des privilèges. Et curieusement, c'est Ali Bongo, qui est le fils d'Omar Bongo, qui a mis en place ce système, qui voudrait organiser la révolution du palais parce qu'il a commencé à mettre un certain nombre de caciques hors de son assise politique et il a voulu s'intégrer dans une nouvelle donne. Vous voyez un peu, la métropole nous a enseigné que le peuple, c'était des indigènes. Mais vous avez vu le degré d'harmonie avec lequel Ali Bongo a géré la population gabonaise pendant sa campagne électorale. Il était devenu pratiquement Gabonais du champ, Gabonais du marché, Gabonais. Et ça, pour un fils de chef d'État, on n'a jamais vu cela. Et je crois que c'est cette manière de faire qui est en train de gêner la métropole aujourd'hui. Et le peuple qui veut mourir, Poupine, ce peuple-là, on le prend à contre-courant parce que justement ceux qui se battent aujourd'hui, c'est pour appauvrir davantage le peuple gabonais au détriment de leurs intérêts pour qu'on prenne régulièrement les richesses gabonaises pour les transporter dans la métropole. Alors, quand nous entamions il y a une dizaine d'années ces études de sciences politiques, mon père me disait que c'est la science des fous. Justement, à un moment, on se perd un peu. Je vais revenir à Guy Parfait, mais Louison, c'est quand même terrible. On est fendu d'affection. Et on va revenir. Et n'oublions pas que nous avons les APE qui sont pendants et que c'est le président Bongo qui est chargé de gérer ce dossier sensible. Une chose est sûre, Bongo sera président, mais on va tordre son cou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les négociations souterraines qui sont en veilleuse, qui vont être réactivées pour qu'ils essayent de laisser du zeste. Elles ont commencé, mais elles restent officieuses. En fait, même Jacques Ping, on se joue de lui. Ça veut dire que c'est un instrument pour mettre la pression sur M. Bongo afin qu'il cède à un certain nombre de concessions qui sont préalablement élaborées. Ça voudrait dire qu'on va faire croire à M. Bongo qu'il n'est pas légitimement élu et que s'il va rester à son poste, c'est parce qu'il y a les maîtres chanteurs qui ont pu avoir même mis sur le processus et qui ont décidé que c'est lui. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est tenir le golfe de Guinée à travers les chefs d'État. Bongo a essayé de s'affranchir, mais aujourd'hui on le tient. Les négociations ont commencé. En fait, l'essentiel des positions tourne autour des points qui veulent que, Bongo accepte, en fait c'est ce qu'il propose, une ouverture pour les opposants. Jean Ping n'est pas d'accord du tout. Les négociations ont commencé, elles restent souterraines. Il y a un travail qui est fait derrière. Mais le fond dans tout ça, c'est la manipulation. Il y a un certain nombre de points qui ont commencé à être abordés en back-office, mais tous ces gens sont manipulés, comme il est en train de dire. Alors, ceux qui sont manipulés ne savent pas souvent qu'ils sont manipulés pour manipuler, comme dirait mon ami Kenda. Alors, Louison, la sortie de crise, qu'est-ce qui peut se passer? Le chaos ou l'enfer? Parce que de toutes les manières, c'est en train de brûler. Et les populations souffrent au Gabon. Je disais tout à l'heure, j'ai convoqué un propos d'Emmanuel Kolb qui disait que vaut 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Ça veut tout simplement dire que nous devons surfer sur un seul pilier, un seul déterminant, qui est la négociation. Que se tiennent autant que faire se peut, ce qu'on aura appelé des négociations de couloir, ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir, pour que la paix revienne au Gabon, parce qu'on a l'impression que qu'est-ce qui se cache derrière le pouvoir? Cette vanité, pourquoi les gens s'y agrippent tant? Vous dites ça parce que, rassurez-vous, vous et moi, nous en sommes encore si éloignés. Justement. Donc là, je vous dis, ça fait c'est très choquant, c'est frustrant de regarder ces images d'un peuple qui souffre. Et ça revient à l'idée de la République que nous évoquions ici, que la République, en fait, c'est quoi? C'est une forme de gouvernement dans laquelle la propriété de l'État appartient au peuple. Et c'est pourquoi nous disons là la dernière fois, on le relevait la dernière fois, que le peuple doit tout faire pour se doter d'un dirigeant qui soit authentiquement gabonais. Mais que peut faire le peuple là maintenant? Les gars sont allés voter, et puis le Haut-Ogoué, cette histoire quand même, moi je suis très bongoïste, Ali, je me sens jeune, plus proche d'Ali, c'est sûr, mais quand on te dit que tu as gagné en Vomekap à 150 voix pour ça, bref, ça pose un problème quand même. Est-ce qu'il ne pouvait pas enfin, je sais pas. C'est pourquoi j'ai posé un problème qui n'a été attaqué par personne et que très peu de médias pourraient attaquer. Allons-y. Le problème de fond est celui de la construction d'une masse critique capable de posséder le pouvoir au Gabon depuis l'intérieur. Et c'est le problème de fond pour tous les pays d'Afrique francophone.
Une masse critique qui est capable véritablement de briser le néocolonialisme depuis l'intérieur. Il faudrait comprendre que le Gabon fait partie de ces pays en Afrique francophone qui souffrent d'avoir eu des gouvernants qu'il n'a pas choisis et qui souffrent d'avoir subi longtemps la post-colonie, donc une pression importante, une influence, une manipulation importante de la France sur ces pays. Que l'on veuille l'avouer ou pas, on a des chiffres, on a des données au niveau politique, on a des données au niveau économique, on a des données au niveau géostratégique, au niveau géopolitique. On ne peut pas nier l'influence de la France et, je vais dire, l'emprise importante que la France a sur le Gabon, qui est, on va dire, d'un point de vue géographique. Nous sommes les pygmées, quoi. Donc. Bien, voilà. Le problème, c'est quoi? Toutes les personnes qui gouvernent ne travaillent pas à construire cette masse critique. Ou, quand elle est même construite, elle est construite de façon collatérale, isolée par quelques intellectuels, on va dire, suffisamment teigneux pour ne pas baisser la garde. Or, c'est là où tout doit se jouer. Quelle est la masse critique que l'on peut constituer, structurer de façon à ce que le peuple arrive désormais à choisir ses leaders, à fabriquer même ses leaders et à choisir ses gouvernants. Et quand je parle de leaders, il y a plusieurs niveaux de leadership. Lorsqu'on détruit le leadership, que ce soit sur le plan social, économique, politique, artistique, peu importe dans quel domaine on empêche au peuple d'avoir des repères. C'est ça le problème. Au lieu d'écouter Misengo François, c'est le piment dans la sauce. Enfin, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Le problème est là, il est au niveau de la capacité des penseurs dans un pays, des leaders dans un pays à structurer une réorientation, une nouvelle forme de pensée, de langage qui partant de là permet au peuple de se réapproprier de son espace. Tout ce qu'on voit là, ça c'est des mises en scène, c'était prévisible. N'importe quel analyste aurait fait 2 ou 3 éléments de probabilité et on aurait vu que de toute façon, Bongo peut même perdre cette élection. Objectivement. Parce que quand on va regarder aujourd'hui, moi je suis ni pour Bongo ni pour Jean-Ping. Je suis pour le fait que les populations gabonaises apprennent à prendre le pouvoir. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Voilà. Ce n'est pas les acteurs qui posent problème. C'est la capacité des populations à s'approprier de leur espace et à décider par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Alors, dans cette bataille de Ntchango, là, parce que c'est souvent violent, les batailles de Ntchango, on explique ce que c'est que le Ntchango, non? Ils sont les beaux-frères et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et les fruits sont là. C'est des batailles fratricides, c'est mortel. Alors, Henri Diabaté, vous qui revenez du Gabon, sain et sauf, je précise, parce que beaucoup sont là-bas, ils n'ont pas encore eu leur gombo, on les entend plus d'ailleurs. C'est dommage, mais bon. Alors, Diabaté, vous êtes historien, mais vous êtes chercheur, vous avez l'œil pointilleux sur ces questions d'alternance. Vous avez travaillé là-dessus. Pourquoi ça n'a pas marché au Gabon? Et qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi ça coince? Ça coince tout simplement parce que c'est Parfait Songé qui parlait de la masse critique. En fait, la masse critique, c'est quoi? C'est cette capacité du peuple à créer les conditions pour que celui-ci assume sa propre auto-historicité. Or, dans le cadre de l'Afrique, c'est impossible parce qu'il y a un système qui contrôle l'Afrique. Francophone. Afrique francophone depuis 1957, 56, 57, c'est-à-dire depuis la loi 4. C'est-à-dire l'État, cet État, au Cameroun, c'est l'État odjulatiste. Au Gabon, c'est cet État, c'est la France-Afrique. C'est-à-dire, Ali Ben Bongo, comme Biya s'est battu en 82 pour détruire l'État odjulatiste. Il y a eu le coup d'État, il a reculé. Il a fait un rétro-pédalage avec le libéralisme communautaire, qui n'a pas de sens, avec une dictature policée. Ça n'a pas de sens, mais il a fait un rétro-pédalage incroyable. Le grand-père est dictateur. Non, c'est pas ça. Enfin, il a donné une dictature, c'était une dictature éclairée, disons. Bon, maintenant, Ali a compris que les sauvages n'aiment pas la démocratie. Ali a démantelé les systèmes qui fondaient les bases, la répartition du pouvoir au Gabon depuis l'indépendance. Ce qui fait de lui un homme à abattre, d'abord d'un point de vue principiel. Voilà, c'est clair. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pour ça. Donc il a osé. Il a osé bousculer, remettre en cause les fondamentaux. Ce qui fonde, il a créé un nouveau paradigme dans le ciel politique gabonais et ça fait que ça a bousculé les vieux alliages, les vieilles traditions, c'est-à-dire les vieilles ententes qui faisaient le socle du pouvoir de Bongo Père.
Aujourd'hui, Ali a amené des gens nouveaux. Beaucoup sont des étrangers, sont qualifiés d'étrangers, mais qui sont à Kombessi. Mais on oublie qu'à Kombessi, c'est son directeur de cabinet au ministère de la Défense. Mais il est gabonais, non. Mais il est gabonais, justement. On a entendu Jean Ping nous le dire. Ça m'a un peu heurté. Jean Ping a parlé des étrangers, des étrangers, des étrangers. Ça a bousculé tout le monde. Mais c'était pas ça. En Afrique, en 2006, on ne doit plus parler de ce genre de choses. On doit chercher partout, même si c'est un Somalien. S'il est important qu'il puisse apporter quelque chose au Cameroun, je ne vois pas en quoi... Ils vont dire qu'ils sont panafricanistes. Voilà, on va le disqualifier de l'appui qu'il peut apporter au Cameroun. Il y a ça. Donc maintenant, d'un autre côté, moi je suis d'accord lorsqu'on dit vraiment la force de la France. Mais je dis aussi que la chance du Gabon cette année, c'était incroyable. Dans l'histoire de la France, la France n'a jamais eu de son histoire un président qui n'ait pas la force sur son parti. Vous voyez, depuis le conflit au Gabon, l'Élysée n'a pas parlé. Ils ne peuvent pas. L'Élysée n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que François Hollande ne contrôle pas le Parti socialiste. Absolument. Le Parti socialiste est contrôlé par mes anciens camarades, des troquistes qui n'ont rien à voir avec François Hollande. Ils s'en foutent un peu. Ouais, ils sont même très critiques envers François Hollande. Le communiqué qu'on attribue au Parti socialiste a été rédigé par un obscur secrétaire dont l'épouse est gabonaise. Bon, on peut s'imaginer qu'elle peut être pro Jean Ping. Elle a parlé, quand on voit les termes du communiqué, il est absolument biaisé. Donc ça n'émane pas de la direction officielle du Parti socialiste. C'est la preuve qu'il y a un terrible cafouillage, même en France, où on n'arrive pas à s'accommoder, à s'accorder. Diabaté, on revient vers toi tout à l'heure. Ça veut dire que c'est la fin des temps. C'est une nouvelle ère. Les Africains, arrêtez de croire qu'un visa pour la France va changer votre vie. Prenez-vous en main. C'est pas ça, Samuel Zoké, pardi. Oui, monsieur Bissok, mais je m'en voudrais si je ne soulève pas un détail. Oui, allez-y. À l'entame de cette émission, je vous ai dit, moi j'ai observé la légèreté. Quand vous prenez un monsieur comme Jacques Ping, qui a été président de la Commission de l'Union africaine, qui parle d'étrangers au Gabon, alors que c'est le monsieur qui devait construire l'Union africaine, où tous les peuples devaient s'embraser pour une nouvelle Afrique, vous comprenez qu'il y a beaucoup de légèreté. Le Bénin vient de supprimer les visas pour tous les Africains. Vous Africains. voyez qu'il y a beaucoup de légèreté. Et maintenant, je vais continuer. Quand vous voyez aujourd'hui le trucage qu'il y a quand même eu dans cette élection, parce que quand on dit que M. Bongo a eu 95%, dans sa région natale et que l'autre a eu 5% et que le nombre d'habitants miraculeusement a doublé. Non, pas doublé, il a été multiplié par environ 10. Ah bon, et vous vous rendez, ça c'est de la légèreté. Quand on veut tricher, on met les moyens en jeu pour tricher. Ne légitimez pas ce genre de truc. C'est pas de cette manière qu'on c'est pas de légèreté. Je pense tout simplement que, comme Diabaté l'a si bien dit, Ali Bongo, au lieu de s'adosser sur le cocotier, il a plutôt fortement secoué. Et je crois que quand on secoue fortement un cocotier, on doit s'attendre parce que les noix vont tomber, les destructus et tout sur vos têtes. Donc moi je pense que je reviens sur la notion de leader authentique. Justement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se pose au Gabon est suffisamment clair pour attirer nos attentions que le peuple reste la source du pouvoir. Quand on parle de la démocratie, c'est le peuple, c'est le pouvoir. Donc ça veut dire en fait que les Gabonais, comme tout le peuple africain, doit comprendre une chose, la source du pouvoir, c'est le peuple. Et si le peuple ne se met pas en éveil, si le peuple ne contrôle pas sa souveraineté nationale, il sera difficile. Mais dans le cas du Gabon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Voici. Oui. Je voulais passer peu. Oui, Diabaté. Je voulais dire, parfois, on a parlé de masse critique. C'est très important. Mais je voulais dire ceci en parlant de masse critique. Tant que le monde politique va essayer de contrôler la direction des affaires, c'est-à-dire on aura un face-à-face entre le peuple et le monde politique. Le monde politique, lui, il est essentiellement partisan. Il n'a pas envie de partager. Et ça fait qu'il y a une distorsion en Afrique francophone entre le peuple et le monde politique. Or, au milieu, dans toutes les sociétés, si vous voyez la Révolution française, c'est la société civile. C'est-à-dire qu'il y a encore un intermédiaire qui est au-dessus du monde politique, qui n'est pas happé par la dictature du décret. Ils ne veulent pas être nommés. Ils sont enseignants, c'est la confiance du peuple. Ils sont médecins, ils sont avocats. Le peuple, c'est le troupeau. Le peuple est dans l'obscurité. Moi, j'ai vu. Le peuple, il ne sait pas. Et Danton, quand vous voyez Danton, vous voyez Robespierre, Marat, c'est eux qui parlent. Et Danton disait de l'audace, encore de l'audace. Encore de l'audace. Vous voyez Camille Desmoulins, le journaliste, il parle, il dit
on peut me tuer, mais je vais dire la vérité. Et c'est ça qui nous manque. Tous ici, c'est ça qui nous manque en Afrique. Là-bas, commence à trembler. C'est-à-dire avoir des gens. Je ne dis pas que je sais que le. Il faut saluer Louison alors. Et oui, Louison. Oui, et ils font partie de cette nouvelle vague qui nécessairement ne sont pas bloqués par le pouvoir du décret. C'est-à-dire parce qu'une fois, pour tuer l'université chez nous, l'école, la lumière chez nous, on a brandi le pouvoir du décret. On sait que dès que tu es doyen, tu es directeur de l'administration centrale, c'est fini. Le gars, il s'accobote dessus. Tu déshabilles toutes les petites à l'université. Il s'accobote dessus, il devient un militant du RDPC. Oui. Il devient un militant du RDPC et il devient un turiféraire du président Biya immédiatement. Aïe Djolu l'avait si bien compris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, comme Biya l'a dit, il faut C'est beau la télé, c'est magique, même si le contexte ne prête pas forcément au sourire, mais on a envie de le faire au lieu de verser une larme. J'avais envie de commencer cette conversation du samedi par une petite anecdote. Nous, dans nos atermoiements illimités, parisiens, hivernales, nous étions deux amis, on s'est décidé de faire bagarrer deux SDF. SDF, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre de leur vie, qui mangent au bord de la rue et tout. On s'était fait ce défi, mon ami Morgan Palmer et moi. Nous avions sorti chacun un billet de 50 €, et puis nous sommes allés essayer de manipuler ces SDF. Suivez bien l'histoire parce que c'est magnifique. Alors, on a dit au SDF, vous savez, le voisin d'en face ne vous veut pas du bien. On te donne 50 €, tu lui pètes la gueule. Enfin, tu lui casses, tu lui donnes un coup. Le gars a pris notre argent et puis ils se sont mis à se moquer de nous comme mais regardez-moi ces deux nègres là. Vous croyez vraiment qu'on peut se battre pour des nègres? Alors et pourquoi les nègres se battent pour... Voilà, vous avez compris? Alors aujourd'hui on va parler du Gabon parce que nous sommes tous Gabonais. On aurait bien pu parler d'autre chose mais l'actualité nous l'impose. Et nous sommes conduits donc à regarder ce qui se passe dans ce pays frère et ami qui fait finalement un avec le Cameroun. Alors Louison Esomba est un enseignant de qualité. Vous pouvez contester mon intelligence à moi, mais pas à Louison. Il est docteur en droit public et c'est un plaisir de l'avoir ici. Il bouillonne d'intelligence et d'énergie. Bonjour, Louison. Comme ma modestie puisse en souffrir, bonjour Martial Lebissop. Merci de m'avoir convié à cette belle émission. Je crois que nous allons passer au scanner, la situation de crise qui se vit aujourd'hui au Gabon. Voilà un pays qui est en voie de nous offrir une belle leçon de démocratie, des résultats qui sortent dans un laps de temps, des candidats qui s'articulent autour d'un seul pour former un candidat élu de l'opposition. Voilà au moins des choses qui nous auraient citées et qui ont marqué l'esprit des Camerounais sur la démocratie africaine. Mais hélas, la crise post-électorale nous amène aujourd'hui à penser autre chose, à réfléchir les stratégies démocratiques pour une Afrique sincère, pour une Afrique digne. C'est quand même terrible ce qui se passe actuellement au Gabon. On peut en rire ou en pleurer, mais la réalité est implacable. C'est le destin du golfe de Guinée qui semble se jouer au-delà de toute l'Afrique, d'une France-Afrique, je ne sais plus de quoi. Alors, le politologue Guy Parfait Songhai, pour une fois que j'arrive à faire sortir ce monsieur de ses chapelles ardentes, divines. Alors, pour être là, alors bonjour Guy Parfait. Bonjour Monsieur Martial Bissock, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir de revenir, n'est-ce pas, sur ce plateau qui est toujours lumineux et illuminé, en plus, parce qu'il peut poser les vraies questions, poser les problèmes de fond. On va parler effectivement du Gabon et effectivement le golfe de Guinée est concerné, donc la question du Gabon est une question qui doit concerner tous les pays qui sont en Afrique centrale. On va regarder de façon systémique sur le plan politologique ce qu'on peut en tirer. Samuel Zoké, consultant, mais ingénieur pas à Grenoble, agronome. Et c'est un plaisir d'avoir aussi un peu de science, de technique, mais de l'analyse aussi parce que vous êtes un consultant de qualité. Le Gabon nous parle.
Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon depuis une semaine déjà? Monsieur Bissok, déjà, permettez-moi de dire que bon après-midi à tous vos charmants téléspectateurs. Et pour répondre honnêtement à votre question, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on observe beaucoup de légèreté. La légèreté d'abord qui a entouré le processus électoral au Gabon, parce que c'est vrai, le Gabon était en passe de nous offrir une belle leçon de démocratie, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit comment les choses s'articulent, on se rend quand même compte que le conflit préélectoral, s'il avait existé, aurait réussi à baliser le chemin. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de légèreté dans l'organisation de cette élection, dans la proclamation de ces résultats, et aujourd'hui dans le comportement des acteurs, tous confondus. Et moi, c'est la première leçon que je tire, c'est la légèreté. Alors, Louison. Vous avez posé une question, je ne sais pas si j'ai... Alors moi, j'étais étonné, juste, je voulais dire que, mais qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi ça va en sucette? Pourquoi, alors que tout aurait pu bien se passer, ils sont 1 800 000, on a vu une élection qui s'est quand même bien préparée en amont, mais après... Pourquoi on a toujours plus d'astuces? Pourquoi on veut jouer au bandit à la fin? Enfin, je ne sais pas. Pourquoi ça se passe mal? De Bissok, il faut dire une chose qui me semble claire. C'est simplement que le peuple gabonais s'est retrouvé face à un dilemme cornélien. C'est-à-dire entre une rupture hégémonique et héréditaire, partant, n'est-ce pas, de Ali Bongo à son fils, du père au fils, et justement d'un autre regard qui porte sur un individu appelé Jean Ping, qui peut poser un problème de gabonité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas le dire, mais c'est aujourd'hui ce dilemme cornélien face auquel le peuple gabonais s'est positionné, c'est-à-dire entre la rupture et le choix d'une nouvelle classe politique. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, il s'agit d'un bonnet blanc, d'un blanc bonnet et d'un bonnet blanc, parce qu'en fait, il s'agit des mêmes personnes. Jean Ping a écumé pendant des années des postes de responsabilité sous le père Ali Bongo, sous le père Bongo. Et aujourd'hui, il veut prétendre prendre un poste de président de la République, un des postes les plus envieux, parce qu'il faut le dire, c'est pourquoi l'élection présidentielle, chaque fois qu'elle est organisée dans un État, est un moment très sensible. Et je crois que le peuple gabonais doit se trouver face à ce dilemme cornélien entre une rupture et le choix d'une nouvelle classe politique. Pour Ali Bongo, à un moment, puisqu'il apporte quelque chose de neuf, c'est un jeune, il a de la force, mais en même temps, on veut couper sa tête parce qu'il est le fils de son père. Et en face, on a un autre cacique du pouvoir qui apporte un autre discours, mais qui veut libérer le peuple. Et le peuple le suit, mais qui veut ramener les gens à la colonie. Bref, expliquez-nous aussi, du haut de votre intelligence, ce qui se passe pour que les gens comprennent enfin. Vous savez, avant qu'il ne puisse y exister des rapports de droit, il faut d'abord penser qu'il existe des rapports politiques. Moi, je veux par là dire que les rapports entre le Gabon et la France, qui entretiennent des accords bilatéraux depuis de longues dates, aujourd'hui témoignent de l'expression des privilèges dont M. Zoké évoque avec pertinence. Parce que vous avez vu, moi, c'est vrai, je l'ai souligné tantôt qu'il s'agit d'une succession héréditaire, peut-être sur fond démocratique, parce que Ali Bongo, le fils, a été élu. Il a été élu, il n'avait pas été, comment dire, ça ne s'est pas fait comme une transition. Élu mais contesté. Oui, non, il avait été élu. Il avait été élu, c'est ce qu'on doit retenir. C'est-à-dire que ça n'a pas été un mécanisme constitutionnel, comme on l'a vu en 79, qui avait posé en 79 et qui a eu lieu au Cameroun en 82. Donc moi, je vais par là dire quoi? Que c'est un jeu de privilèges qui est en permanence duel aujourd'hui. Et ça fait donc de sorte que l'office Ali Bongo veut rompre avec sa tutelle, c'est-à-dire l'ancienne tutelle qui aujourd'hui se veut une tutelle envahissante. Et compte tenu des intérêts que la France a et dispose au sein du Gabon, on se rend compte toute l'harmonie, j'allais dire toute comment dire, toute la véracité de l'influence que la France aujourd'hui émet sur... Vous avez vu les sorties de Pierre Péan. Il avait estimé que Ali Bongo n'était pas gabonais.
De quel droit il se mêle? Vous avez eu une autre haute autorité politique que je ne vais pas citer qui avait estimé qu'il avait été mal élu. Donc vous comprenez que lorsqu'il y a un phénomène de rupture, ça fait de sorte que les intérêts sont mis en jeu. Et aujourd'hui, nous regrettons. C'est pourquoi un grand auteur disait que vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Alors, Guy Parfait Songhai, c'est quand même très grave ce qui arrive là. La France est en train de perdre du terrain en Afrique, mais la France ne veut pas aussi partir. Et dans cette France-là, il y a deux courants. Il y a des voyous, comme les Bourgis, qui rêvent encore de la France de Papa Focard. Et puis, tu as aussi des gens qui sont un peu plus neutres, les Mélenchon, une nouvelle classe qui ne comprend pas pourquoi il faut à tout prix appauvrir les Africains au risque de créer les guerres civiles et les mécontentements. On n'accuse pas la France, bien sûr, mais il y a quand même la France-Afrique qui vit là-bas, qui bat. Le Gabon est l'un des pays en Afrique francophone dans lequel la France est la mieux installée. C'est-à-dire que si vous regardez le QG de l'armée française au Gabon, c'est pratiquement le chez eux là-bas. Il y a des villes pratiquement, vous avez à Port-Gentil ou dans quelques autres villes, les Français, ils sont chez eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans un pays comme celui-là où la colonisation est loin d'être terminée, parce que elle est encore visible, palpable au niveau économique, politique, stratégique, managérial, et quand on regarde l'influence des entreprises françaises au Gabon, il y a encore un problème sérieux que les populations devraient pouvoir résoudre. Je suis embêté par rapport à cette affaire parce que, effectivement, on a deux configurations d'acteurs qui eux-mêmes sont malléables. Ali Bongo, parce qu'il a commencé à effriter les avantages français au Gabon, Sarkozy, à l'époque, a sorti l'information suivant laquelle il était 3e à l'élection et on a truqué les résultats pour faire de lui le premier. Après ça, il y a une autre attaque pour dire qu'il n'est pas gabonais. C'est le même système. Donc, peu importe les acteurs, on comprend. Ils sont tellement grossiers aujourd'hui qu'on comprend pourquoi ils font ça. C'est ridicule aussi. C'est devenu ridicule. On ne peut pas prôner les droits de l'homme, les valeurs universelles, donc, et puis voilà. Le problème reste que personne n'a encore travaillé à suffisance sur les mécanismes et toute l'ingénierie qu'il faudrait déployer pour que les populations développent une véritable autonomie, une véritable indépendance, une véritable capacité d'autodétermination par rapport à ce qui est important pour elles. C'est un véritable enjeu. Jean Ping, d'une manière ou d'une autre, ayant travaillé pour l'Union africaine au niveau, avec des déclarations fracassantes sur le fait que l'Union africaine n'a même pas d'autonomie et qu'en réalité, elle n'est qu'un truc qui a pour but de défendre les intérêts des chefs d'État qui eux-mêmes ne sont pas libres, a démontré ce qu'on appelle en sciences politiques, et particulièrement en matière de gouvernance, la schizophrénie. C'est quoi cette schizophrénie lue en sciences politiques aujourd'hui? C'est le fait que nous avons des gouvernants en Afrique francophone qui, d'un côté, lorsqu'ils ont des problèmes en interne, justifient leurs insuffisances managériales par la pression internationale. Quand ils ont des problèmes dans les rapports à l'international, ils justifient, n'est-ce pas, leurs problèmes par la pression interne. C'est pourquoi on qualifie ça de schizophrénie en matière de gouvernance internationale, gouvernance mondiale en Afrique francophone surtout. Or, le problème là-dedans, c'est que personne n'a encore travaillé sur le fond, à savoir donner une véritable capacité autonome aux populations, une véritable capacité d'autodétermination quant à la décision que les populations doivent prendre par elles, pour elles, en elles, pour leur propre pays. Il y a trop d'interférences, il y a trop d'acteurs extérieurs qui n'ont rien à voir avec les besoins des populations, qui viennent infléchir sur les positions, qui viennent infléchir sur les choix, qui viennent infléchir sur les orientations et qui continuent à développer le sous-développement. Que dis-je? À développer le pillage. Parce que le Gabon fait partie du golfe de Guinée, qui est une cible aujourd'hui par rapport à la stratégie mondiale de recolonisation du continent africain. Donc le véritable enjeu n'est pas encore attaqué. On est en train d'embrouiller les gens dans des guerres de position qui en fait consistent à maintenir un système de pillage. Alors, Samuel Zoquet, voilà la configuration simple. Il faut le chaos. Un gagne, l'autre conteste. Enfin, gagner ou... voilà. Et puis, le chaos s'installe, l'ONU, Ban Ki-moon vient là, et puis c'est parti, ça dégénère, la France a le mandat, intervention, et puis c'est fini, il y a l'hôtel Ivoire. Est-ce que c'est le même schéma? Je pense que c'est le même schéma. N'oublions pas, M. Songhai l'a si bien martelé. Il faut comprendre que le problème aujourd'hui, c'est la prédation poussée vers le golfe de Guinée. On a commencé avec le Boko Haram.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a fini ce